Bonjour. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la main, à la fois à Rome, dans la Rome antique, et chez Jean-Jacques Rousseau. L'histoire dépend du point de vue d'où on la regarde, politique, économique ou social. Sarah Ray, que nous recevons aujourd'hui, est une historienne de l'Antiquité romane, que nous recevons pour son ouvrage Manus, une autre histoire de Rome. C'est une autre histoire de Rome parce qu'elle l'examine d'un point de vue inédit et original à partir du corps, et plus précisément de la main. La main ayant aussi donc beaucoup compté pour Jean-Jacques Rousseau, nous recevrons ensuite l'un de ses grands spécialistes, qui est Alain Gros-Richard. Sarah Ray, merci d'avoir accepté l'invitation du Studio Lacan. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Antiquité romane, maître de conférences à l'Université de Valenciennes, et vous avez publié cette année un livre original, Manus, qui lit l'histoire de la Rome antique à partir de la main. Vous démontrez tout au long de votre ouvrage que la main est autre chose qu'elle-même, le membre dans lequel s'incarne une part de l'esprit de Rome, puisque la main prend une part essentielle dans le droit, la politique, la religion. Il n'y a pas de mots, de paroles juridiques, politiques, religieuses, sans l'implication du corps, sans l'implication de la main. À Rome, dites-vous, le corps était un langage, en insistant donc sur la nécessité d'en étudier la grammaire. Et même avant d'étudier la main, vous avez aussi étudié les larmes. Oui, j'ai effectivement consacré un livre aux manières romaines de pleurer. Ça, c'était en 2017. Un livre qui consistait à observer comment dans diverses configurations sociales les Romains pleuraient, alors dans les tribunaux, dans bien sûr les funérailles, mais aussi dans les assemblées politiques, devant les légions. On en reparlera peut-être avec Jules César tout à l'heure. Et finalement, je trouvais ça logique de continuer ces enquêtes, ces regards rapprochés sur les Romains, voir comment là encore, certaines situations sociales impliquaient les corps, comment par exemple dans les supplications aux grands hommes, on tendait sa main et en espérant une réciproque, d'être relevé par cette personne qu'on a suppliée. Et cette main, alors main droite en particulier, incarnait la bonne foi, la fidesse des hommes politiques. C'est l'incarnation du droit. Écrivez-vous quelque part, c'est que le droit est une passion romaine. Le champ où Rome fut sans égal, c'est par le droit, dites-vous joliment, que l'on peut savoir ce que vit la vie à Rome, puisque le droit règle les rapports entre les individus de chair et de sang. C'est très joli. Pourquoi est-ce que les choses s'incarnent justement tellement dans ce membre et la main droite, comme vous dites très bien, une histoire même de Rome qui est... C'est pas la seule incarnation du droit, mais c'est une des bonnes incarnations du droit qui, je crois, a besoin effectivement de métaphores corporelles. Et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Très dernièrement, Dario Mantovani au Collège de France a consacré son cours de l'année 2023-2024 aux métaphores corporelles dans le droit romain, précisément. Donc on s'est retrouvés là, presque au même moment, sur le même sujet. La main, c'est le véhicule parfait à la fois de la violence et de la protection. Et le droit, normalement, règle les rapports
entre individus d'une même société. Alors, si on songe maintenant à l'autorité du père de famille, du pater familias, qui est très forte au départ dans les origines de Rome, ce père de famille tient véritablement sa maisonnée dans sa manus, dans sa main. Mais alors c'est une image, mais ça veut dire aussi qu'il a toute puissance sur son épouse, son fils, même jusqu'à un âge parfois très avancé, ses enfants, ses esclaves, bref, toute cette maison qu'il tient dans sa main. Alors si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est que finalement, donc le droit va finir par avoir besoin de métaphores corporelles. La main incarne bien cette force qu'on peut exercer sur d'autres citoyens que soi. Et si on observe le premier code écrit des Romains, la loi des 12 tables, qui date des environs du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, on voit que dès les tout premiers versets de cette loi des 12 tables, il est question de l'arrestation qu'on a le droit de faire sur un autre citoyen, c'est-à-dire la manus injectio, le lancer de la main. Et ça nécessite une mise en loi, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Et on l'incite ensuite à comparaître devant un tribunal. Et comme ça, les mentions de main, elles sont incessantes dans les lois romaines, comme s'il y avait là l'image parfaite de la force et de la loi à laquelle on ne peut échapper. Oui, et dans l'article de Robert Hertz, que vous citez et qui vous sert de guide, vous opposez même la main gauche, la main droite, vous opposez le profane, le sacré, l'humain, le divin, le homme-femme, comme s'il y avait une organisation du monde romain et de l'anthropologie romaine à partir de cette disposition quasi structuraliste, gauche-droite, etc. Oui, je dois beaucoup à cet article de Robert Hertz, qui date de 1909, tout de même, qui s'intitulait « La prééminence de la main droite », avec un sous-titre très intéressant, « Étude sur la polarité religieuse ». Robert Hertz s'intéressait à une vaste matière ethnographique, et en particulier à ce moment-là aux Maoris. Et sur la manière dont les Maoris divisaient le panthéon entre dieux de la droite et dieux de la gauche, les bons dieux d'un côté, les mauvais dieux de l'autre. Et cette importance accordée à la latéralité, finalement, elle réglemente la vie de beaucoup de sociétés, qui vont considérer que le côté droit est le bon côté, le côté de la force, le côté de la masculinité, le côté de toutes les... de tout ce qui est favorable. Tandis que le côté sinistre, comme disent les Romains, la sinistra, elle porte plutôt malheur et a un lien avec les enfers, avec les forces nuisibles. Vous consacrez plusieurs pages au rapport de la main et du langage et à ce que vous appelez l'éloquence de la main. L'orateur, dites-vous d'ailleurs, est maniloque. Pas ventriloque, mais maniloque. La main est son double, rajoutez-vous, un autre lui-même. Et vous avez cette phrase, je trouve formidable, il y a l'esprit de la main, écrivez-vous encore. Quintilien, d'ailleurs, Quintilien ménage beaucoup de place à l'utilisation de la main dans l'art oratoire. Oui, les techniques oratoires à Rome, elles sont fondamentales. Les hommes publics sont obligés de savoir comment réussir leur discours et leur corps à l'appui. On ne peut pas se contenter de bien parler. Il faut vraiment faire un usage tout à fait précis de ses mains, spécialement la main droite, qui doit sortir de la toge au bon moment. On sait même que c'est à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ que le premier homme politique, Caius Gracchus, a sorti pour la première fois son bras nu devant une assemblée. Bon. Et Quintilien, au 1er siècle après Jésus-Christ, dans son institution oratoire, codifie tous ces gestes, consacre même une bonne partie du livre 11 de son institution oratoire à ces gestes-là, et dit que il y a une partition gestuelle très précise à mettre en acte au moment des discours. Et il y a un geste de l'admiration, un geste du dégoût qu'on va faire évidemment plutôt avec la main gauche. Un geste du dégoût. Oui, il faut faire, dit-il, je crois, balayer de sa sinistra comme ça, faire que
C'est vraiment voilà, à retenir, ça. Le geste du dégoût, c'est très joli. Oui. Le geste de l'admiration est très subtil. Il faut déplier chaque doigt l'un après l'autre. Voilà, quelque chose qui nous paraît d'un raffinement extrême, d'une sophistication qu'on a totalement perdue. Ah oui, ça complètement. Mais voilà, il y a une expressivité dans le geste de l'orateur qui était appris, qui donnait lieu à des apprentissages dans les écoles romaines, dans les cours d'éloquence. Vous opposez le droit romain écrit ou règlement religieux, la pietas, la fides, la religio, vous dites, qui se passait d'énonciation définitive. Peut-on dire donc qu'il y a une sorte de non-écrit plus importante que le droit? Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça plus importante que le droit. Il y a le droit et puis il y a la zone de non-écrit. Oui. Mais qui est le fondement même du droit. Et que celui qui ne respecte pas, justement, qui ne respecte pas la piété, la foi, la religion, par la main bouleverse l'ordre social, l'ordre politique. Et pourrait, par cet irrespect même, par ce sacrilège, enclencher la guerre civile. Alors, la piété, la foi, la poignée de main, tous ces actes sont comparables à un serment, quasi sacré, mais ce serment, vous dites, n'est pas éternel, il peut être rompu. Et dans votre livre, vous donnez différents exemples, mais j'aimerais vous interroger sur un acte, l'acte de César, qui justement, en traversant le Rubicon, attaque le Sénat et Pompée, derrière. Et par là, il rompt un serment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet acte politique de César ? Le passage du Rubicon, c'est un événement qu'on croit tous connaître par cœur, mais qui mérite toujours de nouvelles relectures, parce que souvent il est pris du point de vue de la stricte histoire politique et militaire. On est là au début de l'année 49 avant Jésus-Christ, en pleine guerre civile. Oui. Et Jules César va conduire, en fait, ses légions dans la pure illégalité en franchissant ce petit ruisseau. Donc, au départ, il est en Gaule. Oui, en Cisalpine, donc en Gaule du Nord, voilà. Et descend lentement mais sûrement vers Rome. Normalement, la guerre est terminée, il doit rendre ses troupes. Oui, sauf qu'il a l'intention, en fait, de marcher sur Rome. Et ça, c'est un acte de pure violence. Oui. Et il traverse ce ruisseau. Pourquoi il le franchit? Qu'est-ce qui est en jeu, là dans cet acte? C'est-à-dire qu'il a envie de s'imposer, tout simplement, comme le seul homme fort de Rome, dans un contexte de rivalité avec Pompée. Alors, il y a ce franchissement illégal. Moi, je crois foncièrement que Jules César a fait traverser ses soldats sans les avertir que la frontière était là. Car aujourd'hui, si vous prenez l'autoroute là, qui traverse toutes les Émilie-Romagne, vous voyez bien que ce Rubicon, d'ailleurs on hésite entre plusieurs fossés, il est tout à fait indétectable et peu de soldats devaient savoir le repérer eux-mêmes. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois le Rubicon franchi, Jules César a prononcé un grand discours pathétique devant ses soldats, en pleurant, en déchirant ses vêtements. Les larmes. On imagine mal aujourd'hui un grand impérator fondre en larmes, et pourtant les techniques, là encore, les techniques oratoires autorisaient les maîtres de la parole à pleurer dans des situations extrêmement pathétiques. Jules César, en tant qu'aristocrate romain, connaît ces techniques. Il pleure à chaudes larmes devant ses soldats pour leur expliquer probablement la gravité de la situation et les encourager à le suivre jusqu'à Rome. Donc c'était un peu du semblant. Technique. Alors, c'est une manière, effectivement, de forcer, comment dire, c'est du chantage sentimental, on pourrait dire, de forcer ses soldats à le suivre, avec tout un jeu de main d'ailleurs qui a été mal interprété, parce qu'il faut imaginer des milliers de soldats qui n'entendent pas toujours très bien le discours de leur chef, et qui, quand ils étaient placés au fond de l'assemblée, voyez juste un César gesticulant, pleurant, déchirant ses vêtements et montrant son anneau de sénateur, à tel point que donc ce geste-là a été mal compris des derniers rangs des soldats, qui ont cru que
César allait leur donner de très fortes sommes d'argent qui allaient leur permettre de devenir chevaliers et de porter à leur tour un anneau, alors cette fois pas de sénateur mais de chevalier. Voilà, donc des dangers des discours avec des gestuelles très précises et parfois trop fines pour être bien interprétées de loin. Est-ce qu'on pourrait revenir sur un de vos chapitres, moi que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle La divinité du pouce. Il fallait vraiment y penser, la divinité du pouce. C'est très joli, je trouve, parce que, notamment pour nous, parce que Lacan fait du pouce le premier objet de jouissance. C'est pas le sein, c'est le pouce, dit-il. Et donc, vous lisez Lactance, qui fait l'éloge de l'anatomie humaine, et qui fait de la main, et surtout du pouce, vraiment ce qu'il y a de plus remarquable. Oui. Alors, Lactance, oui. C'est un auteur chrétien du début du IVe siècle après Jésus-Christ, mais qui reprend une très très longue tradition d'éloge des mains, comme organe qui justifie la supériorité de l'homme sur toute la nature. Un homme qui aurait comme ça une anatomie tout à fait excellente. Alors et ça, c'est dit déjà chez Aristote, au IVe siècle avant. Et puis, on a comme ça, au fil des siècles, la reprise de ces éloges-là. Et Lactance essaye de christianiser, un tant soit peu, ces éloges de l'anatomie humaine. Et il s'arrête en particulier sur le pouce. Alors, il faut dire que déjà, Aristote avait remarqué, donc, dans son traité des parties là, des animaux, où il s'intéressait à chaque partie du corps, que le pouce fait vraiment la réussite de la main, avec l'appréhension qu'il permet. Une main sans pouce, c'est une main très diminuée. Et alors, Lactance a l'idée de carrément comparer le pouce à quelque chose comme Dieu dans la main. Il utilise même l'adjectif rector, qu'il utilise dans d'autres traités pour désigner carrément le Dieu des chrétiens. Donc, voilà, une divinité du pouce qui prouverait que dans ce pollex, ce pouce qu'on appelait aussi le doigt puissant, parce que c'est celui qui a le plus de force aussi dans la main, il y avait quelque chose comme la preuve de l'élection de l'homme par la divinité, que l'humanité était vraiment ce que Dieu avait préféré dans toute la création. Oui. À propos des mains, à propos du corps, des malformations, que ce soit une main à 6 doigts, quasi une main à 2 pouces, ou des corps hermaphrodites, vous vous dites qu'au fil de l'histoire, il y a comme, quand quelqu'un a fait un vol, au fil de l'histoire, il y a un adoucissement des peines. J'ai trouvé ça drôlement intéressant parce que quand je me suis intéressé à la patria potestas, à l'histoire de la puissance paternelle, j'ai remarqué que dans l'histoire du droit, eh bien, la puissance du père devenait de moins en moins puissante. Et qu'il y avait de plus en plus d'égalité entre le père et les autres, mais même entre hommes et femmes. Et donc, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'adoucissement des peines, on ne coupe plus les mains, on ne noie plus les hermaphrodites, il y a un adoucissement. Oui, on a l'impression en effet que aussi bien l'autorité déléguée au père de famille, au pater familias, que l'ensemble des lois romaines tendent à s'adoucir, à se déliter au fil des siècles. Mais même si on pense au sort qui semble avoir été réservé dans les toutes premières lois romaines aux voleurs, les voleurs peuvent être carrément mis à mort. Les débiteurs insolvables, ceux qui croulent sous leurs dettes, peuvent aussi être réduits en esclavage. Donc on a des peines qui sont très dures au début du droit romain, et qui s'adoucissent. Le droit de vie et de mort qui est censé posséder le père de famille sur son fils, sur ses fils, paraît avoir été assez peu finalement mis en acte. Encore moins dans les siècles de l'Empire. C'est ça. On connaît le mieux. De l'Empire. Qu'on connaît le mieux. Du passage de la République à l'Empire, est-ce qu'il y aurait un adoucissement des peines, on va dire, et un amollissement
de la puissance paternelle, de l'autorité du père? C'est difficile à dater, mais vous voyez par exemple au tout début de la République, donc fin 6e siècle avant Jésus-Christ, on dit que le vaillant Brutus a fait exécuter ses 2 fils parce qu'ils avaient conspiré contre la République naissante, sans vraiment s'émouvoir. Donc là, on a un père qui tolère l'exécution de ses 2 fils, et au fur et à mesure, on voit moins d'exécutions de ce genre-là. Bon, de là à parler d'amollissement, il ne faudrait pas qu'on se convertisse nous-mêmes en moralistes romains et en regrettant des lois plus humaines. Mais pour être honnête, les peines corporelles, les châtiments corporels ont toujours été assez rares dans le droit romain. Même, il y a très peu de mains coupées. Hein, si on les cherche, on en voit peu. Alors, parfois, on dit que tel esclave a eu les mains coupées parce qu'il avait tenté de voler des ornements de lit de banquet, mais c'était sous Caligula, et Caligula étant un très mauvais prince, spécial, hein. On lui... Alors, c'est l'anecdote qui dit ça, mais qu'il aurait fait couper les mains de cet esclave tout en le forçant peu après à déambuler parmi les invités de ce banquet avec les mains coupées de part et d'autre de la tête. Bon. Mais ça, c'est un supplice qui fait l'horreur des historiens, des moralistes romains qui le rapportent. Donc c'est vraiment pour souligner la cruauté de ce mauvais prince qu'on dit ça. Mais le droit romain ne prévoit que très peu de châtiments corporels aussi durs, en tout cas, que la décapitation ou les mains coupées. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la rubrique suivante, qui est l'écho de la culture, avec Alain Gros-Richard. Alain Gros-Richard, ancien élève de l'École normale supérieure, vous avez rencontré Jacques-Alain Miller. Vous avez été président de la société Jean-Jacques Rousseau, après Jean Starobinski, et vous faites partie du comité de rédaction des Annales de Jean-Jacques Rousseau. Vous avez écrit, il y a bien longtemps, la structure du sérail, mais vous avez aussi édité, magnifique édition, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire, et dernièrement, j'ai vu, non pas une édition, mais un texte de vous sur la botanique. Et dans ce dernier numéro, il y a un magnifique texte de Jacques-Alain Miller sur Rousseau, Androgyne. Les annales de Rousseau, les annales de la société Jean-Jacques Rousseau, pour commencer par là, apparaît justement cette fois-ci changer un peu de pied. C'est une revue, vous présentez un peu comme vénérable, et qui maintenant publie un article psychanalytique très décoiffant, un texte venant d'Ukraine. Les annales de la société Jean-Jacques Rousseau on ne les reconnaît pas. Les annales de Jean-Jacques Rousseau, vous l'avez dit, c'est une très ancienne publication. La société Jean-Jacques Rousseau a été fondée en 1904 avec des membres prestigieux immédiatement. Je pense à Léon Tolstoï, par exemple, et d'autres. Et au moment où elle s'est créée, il s'agissait de répondre à une actualité et à un impératif. Rousseau, depuis sa mort, et même avant sa mort, a été élaboré, construit en une forme de figure mythique, aussi bien totalement négative que positive. Pendant la Révolution, évidemment, il a été mis au pinacle et transporté au Panthéon, mais dans la suite, il a pu être traité de prônant le totalitarisme, etc. Donc la société Jean-Jacques Rousseau s'est créée à un moment
où il s'agissait de regarder derrière le mythe la réalité du texte de Rousseau. Donc toute l'entreprise a été d'éditer les textes, de rechercher les archives, etc. Aujourd'hui, cette édition, en effet, s'ouvre d'une certaine manière sur l'actualité avec ce texte d'un philosophe ukrainien, d'autres textes plus directement portant sur l'œuvre de Rousseau comme La Nouvelle Héloïse, etc. Mais un texte de présentation de Rousseau au Brésil, par exemple. Et puis ce texte de Jacques-Alain Miller, qui effectivement est quelque peu intempestif dans ce milieu universitaire. Et en même temps, on va revenir sur le détail peut-être de son texte, il est tout à fait remarquable parce qu'il procède à une lecture extrêmement attentive de la lettre même des Confessions essentiellement, où il essaie de démontrer une thèse selon laquelle Rousseau, c'est le titre de son article, Rousseau androgyne. Bon, alors c'est évidemment assez provoquant, mais on pourra regarder un petit peu en quoi Jacques-Alain Miller a raison de soutenir cette thèse. Allons-y justement. Dans ce texte de Jacques-Alain Miller, il différencie 3 Rousseau: le féminin des écrits intimes, le viril des écrits polémistes, et plus surprenant, une sorte de Rousseau végétal, de botaniste, un homme qui s'identifie aux plantes, et arrivé là, dans les dernières rêveries du promeneur solitaire, un Rousseau apaisé, sans autre, sans persécuteur, sans quiconque avec qui il aurait à argumenter, contester, etc. Et c'est comme s'il y a une double lecture. Le Rousseau, voilà, tantôt femme, tantôt homme, le Rousseau polémiste, et puis le Rousseau apaisé lorsqu'il s'intéresse aux plantes. J'ai trouvé ça très intéressant comme niveau de lecture. Oui. Alors évidemment, Rousseau, tantôt homme, tantôt femme, c'est un petit peu simplifier les choses, parce que précisément l'énigme, c'est qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme, et qu'est-ce qui les différencie. Bon. Pour un petit peu remonter aux sources de la démonstration de Jacques-Alain Miller, il faut lire le début des Confessions, où le jeune Jean-Jacques, qui a perdu sa mère à sa naissance, reste avec son père, et où il parle de ses premières lectures. Il dit d'ailleurs, c'est de l'époque de mes premières lectures que je devins moi-même. Bon, c'est à travers la lecture et les identifications aux personnages de ces lectures qu'il se forge une identité qui sera contradictoire avec elle-même. Parce que ses premières lectures, c'est la bibliothèque de sa mère qu'elle a laissée, c'est-à-dire des romans. Et le roman, au début du XVIIIe siècle, c'était une lecture de femmes, surtout que c'était des romans tout à fait des contes merveilleux, etc. Et il explique qu'avec son père, ils lisent tous deux ces romans. Et qu'il y a quelque chose là qui le pousse du côté femme, de s'assimiler à sa mère lisant ses romans pour femmes. Et puis, l'année suivante, il a 7 ans, changement total, c'est la bibliothèque du grand-père de l'homme qui va être son objet de lecture. Et alors là, c'est formidable ce qu'il peut lire à 7 ans. Oui. Et parmi ce qu'il lit, il y a Plutarque. Plutarque, exactement. Il y a Plutarque, et Plutarque, c'est la vie des hommes illustres, c'est les Romains, c'est notamment alors Brutus, etc., les grandes figures, mais c'est aussi, et là, évidemment, Sarah Ray, comme la Sibylle qui nous conduit, on lui est né dans les enfers, là, pour nous conduire dans... Parce que Rousseau parle du labyrinthe infernal de ses confessions. Je vais oser entrer dans le labyrinthe infernal de mes confessions. Là, il raconte la fameuse histoire que vous racontez si bien et
autant vous donner toutes les variantes. L'histoire du jeune Mucius Scaevola, ce jeune Romain qui, face au roi Porséna qui assiège la ville, le roi étrusque, ose aller tout seul, un couteau à la main pour assassiner Porséna. Malheureusement, il rate sa cible, il tue le secrétaire à la place du roi, et bon, il est pris, et le roi l'interroge. Bon, et devant le roi, il y a là un réchaud qui brûle, il met sa main sur le réchaud, et fait cette promesse devant Porséna, tu sais, je t'ai raté, je résume évidemment, je ne parle pas comme Plutarque, même traduit par Amyot, ne t'en fais pas, il y a derrière moi 400 jeunes Romains qui vont t'exécuter là où j'ai raté. Bien. Alors ce qui est amusant, là, vous le montrez admirablement, vous imaginez le petit garçon qui a lu ça et qui, à table au dîner, devant la famille, devant son père, face à son père, se met à raconter l'histoire de Mucius Scaevola, et il y a un réchaud sur la table, met sa main sur le réchaud en racontant l'histoire de Mucius Scaevola. Alors, toute la table se met à hurler « arrête, arrête, arrête !» mais il s'identifie là au jeune Mucius. En même temps, non, mais là, on ne peut pas développer. Il y a derrière le propos de Mucius Scaevola un serment. Alors, il y a à la fois cette idée qu'il se brûle la main pour la punir d'avoir raté son coup. Bien. Et je termine juste. Oui, oui. Et en même temps, un serment qui est un mensonge, parce qu'il invite complètement cette histoire des 400. Bon. Et donc, quand on creuse un petit peu et qu'on essaye de suivre les conséquences, je dis, dans l'œuvre de Rousseau et dans ses choix sur le faux serment ou la fiction de serment et la punition de la main, on trouve alors sur la main des prolongements de ce que vous dites tout à fait passionnants que Jacques-Alain Miller lui-même repère pour certains et auxquels on peut en ajouter d'autres. Alors oui, c'est justement ça. La main chez Rousseau, il renvoie aux grands ancêtres romains, mais il a aussi un usage de la main tout aussi éternel, si j'ose dire, puisque c'est celui de la fessée. L'article de Jacques-Alain Miller insiste beaucoup là-dessus. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que chez Rousseau, il y a un partenaire manuel ? La main comme partenaire. Partenaire manuel. Il est marié à sa main. Je vais revenir au partenaire manuel, oui. Dans toutes les variantes possibles. Il y a une espèce de suite de l'histoire de Mucius Scaevola qui n'est pas la même, mais qui peut se mettre en rapport. C'est quelque chose qu'il ne raconte pas dans les Confessions, mais qu'il raconte dans les rêveries du promeneur solitaire, la 4e des promenades, qui est consacrée au mensonge. Et donc il discute, est-ce qu'on doit dire toujours la vérité, etc. Il s'interroge si lui-même a suivi sa maxime vitam impendere vero, sacrifier sa vie à la vérité. Il est tourmenté par la vérité, c'est tout à fait intéressant de voir son rapport à la vérité. Mais là, il essaye de s'excuser par un souvenir d'enfance. Il raconte que quand il était petit, avec son petit cousin, il s'amusait dans l'atelier où on fabriquait des étoffes. Il y avait un cylindre là, tout luisant, et son petit cousin, au moment où Jean-Jacques caressait le cylindre, son petit cousin, comme un idiot, fait tourner la manivelle et les doigts du petit Jean-Jacques sont écrasés. Et alors à ce moment-là, évidemment, la réaction d'un enfant ordinaire aurait été d'aller dénoncer son petit cousin en disant « c'est lui qui m'a fait mal ». Rousseau dit « moi, je n'ai rien dit et j'ai gardé cette cicatrice sans en parler à personne jusqu'à aujourd'hui ». Il y a donc dans la main quelque chose, la cicatrice, qui est à la fois le témoignage qu'il a menti par omission, mais que ce mensonge par omission fait son honneur et que personne n'est capable de déchiffrer ces signes. Alors, il y a toute une thématique de la cicatrice chez Rousseau qui est passionnante. La blessure guérit, mais la trace
reste. C'est valable pour les traces de la petite vérole. Bon. Alors j'en viens aux variantes de la main. Alors évidemment, la fessée par la main de Mademoiselle Lambertier, ça c'est quand il était en pension chez le pasteur Lambertier et Mademoiselle Lambertier, et un jour qu'il faisait des fautes dans son catéchisme, etc., elle lui administre ce qu'il appelle la punition des enfants. Alors, ce qui est tout à fait intéressant là, c'est que il y a une jouissance qui fait irruption sans qu'il l'ait jamais prévu au moment de la fessée, et qu'il jouit de ce qui devrait le faire souffrir, ou il jouit en souffrant. Et il dit, ça a été la première fois que j'ai rencontré, appelons ça la jouissance. Et évidemment, une fois qu'on l'a rencontrée, on veut la répéter. Seulement le problème, c'est que la demande ne peut pas se formuler. Mademoiselle Lambertier est un objet d'amour. Il aura des femmes objets d'amour. Mais comment demander à quelqu'un, à une femme qu'on aime, et dont on veut qu'elle vous aime, fouettez-moi. C'est pas tenable. Et donc, la demande restera toujours muette. Hein. Le désir ne peut pas passer par la demande. C'est pour ça que, alors là, il y aura des conséquences de ce qui ne peut pas se dire dans la demande de jouissance. Par exemple, avec une jeune femme, il n'osera pas ouvrir la bouche, mais il jettera ses lèvres sur sa main. Un autre exemple, là, qui a été magnifiquement développé par Jean Starobinski, ça se passe à Turin, quand il était domestique chez des nobles de Turin, et il est là comme un valet de chambre derrière la table où il y a une jeune demoiselle, Mademoiselle de Breuil, qui lorgne et qui l'adore, comme ça, mais il n'ose pas dire un mot, évidemment. Et il y a sur le mur de la salle la devise de la famille, c'est la famille Solar. Et cette devise est « Telle fière, F-I-E-R-T, qui ne tue pas ». Et un des dîneurs, là, fait le malin en disant « Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas être fier et ne pas tuer ». Enfin, il ne comprend pas du tout. Et Rousseau, à ce moment-là, ose ouvrir la bouche. Il est là, on lui demande, et il interprète. Il interprète et il dit, le verbe fier ici, F-I-E-R-T, vient du latin ferit, je blesse, je frappe, telle frappe qui ne tue pas. Et à ce moment-là, toute la table est émerveillée de cette interprétation, y compris la jeune Mademoiselle du Breil. Et bon, ça va pas bien se terminer, mais on comprend là que ce qui l'a traduit, qui provoque chez lui en même temps une formidable jouissance d'avoir été reconnu comme quelqu'un qui vaut quelque chose, lui le petit laquais, c'est que évidemment, tel fier qui ne tue point, ça pourrait être la formule de son fantasme. Celle qui me frappe ne me tue pas, au contraire, elle me fait jouir. Et ça va mal se terminer parce que Mademoiselle du Breil ne va rien lui dire. Et peu après, elle passera devant lui et elle laissera tomber son gant. Et Jean-Jacques va pour se précipiter, pour ramasser ce gant qui cache la main. Il est devancé par un gros butor de valet qui prend le gant à sa place. Et donc, l'histoire d'amour se termine là. Donc là, on a... Bien. Alors, évidemment, il y a aussi dans la main dont Rousseau cite, c'est la phrase où il parle de ces livres dont une belle dame trouve incommode parce qu'on ne peut pas, dit-elle, les lire, on ne peut les lire que d'une main. Ces livres qu'on ne peut lire que d'une main. On voit bien l'allusion. Et Rousseau n'a pas tellement lu de livres
qu'on ne peut lire que d'une main, mais enfin, de cette main qui ne tient pas le livre, il se servait pour essayer de donner satisfaction à sa demande de jouissance qu'il ne pouvait pas obtenir des femmes. Il dit, c'est précisément parce que je n'ai pas pu jouir comme je voulais de toutes les femmes que j'ai pu aimer, que je n'ai joui qu'en imagination. Et pour soutenir cette jouissance imaginaire, évidemment, bien. Bon, ça c'est un élément autour des mains. Il y en aurait d'autres, y compris dans le domaine du droit. Bon, j'aurais voulu vous interroger sur la main de justice, par exemple. Ah, mais ça, c'est un motif médiéval. Hein. Je sais très bien. Suis pas je sais très bien. Mais la main de justice avec les doigts, etc., on peut dire que Rousseau a connu la main de justice. Alors là, cette fois, lors d'une autre fessée, c'est une autre main. C'est une main qui va le transformer en homme, comme le montre Jacques Hanin. Il fait une autre faute, toujours au même endroit, chez Mademoiselle Lambercier. Là, c'est pas une faute dans la lecture de son catéchisme. Il fait, ou plutôt, il n'est pas coupable de faire une faute dont on l'accuse. Il y avait un peigne qui chauffait, bon là, le peigne disparaît, on l'accuse, et on appelle pour le parce qu'il ne veut pas avouer, il n'est pas coupable, il n'avoue pas. Et on appelle l'oncle Bernard, c'est-à-dire du côté paternel, un type puissant, et il reçoit une fessée administrée avec une violence aiguë qui lui fait crier, s'adressant à celui qui le bat, « Carnifex, carnifex, bourreau, bourreau ». Il y a donc là quelque chose dont il va tirer les conséquences. Il dit de cette fessée-là, cette fessée injuste, non méritée, j'ai tiré quelque chose dont je ne peux pas me défaire. Chaque fois que je vois une injustice, mon cœur s'émeut et je suis prêt à courir sur le premier tyran qui oppresse un autre pour le poignarder, etc. Bon. Il y a donc là quelque chose qui, d'un côté, le féminise, on verra comment, et d'un autre côté, le rend du côté, bon, son côté romain. Bien. Le roman, les romans, les romains. Bon. Et ça a été un homme, un écrivain, pour qui les deux ont existé ensemble en se succédant. Les romans, il y en a un qui a été le best-seller du XVIIIe siècle, La Nouvelle Héloïse, bon, qui est un roman, et un roman d'autant plus intéressant que c'est un roman par lettres, un roman d'amour par lettres, qui lui permet de s'envoyer des lettres d'amour de la part de Julie, et en même temps d'envoyer des lettres d'amour à sa bien-aimée, c'est-à-dire d'être dans un perpétuel va-et-vient. Mais en même temps, il y a le côté... C'est en même temps, ou peu après, qu'il écrit le contrat social, qu'il écrit son traité d'éducation. Le contrat social, évidemment, c'est le côté romain. Il y a donc une perpétuelle bascule. Alors, vous m'avez parlé... Juste une question. Vous m'avez parlé du végétal. Oui, voilà. Le devenir plante de Rousseau, et qui l'apaise. Voilà. Il dit il n'y a plus d'espoir, il est indifférent, il ne veut plus s'occuper de la postérité, il s'occupe des plantes. Voilà. Et tout à fait apaisé, il connaît même la paix, voire le bonheur. C'est incroyable. Absolument. Alors, en effet, on laisse un petit peu de côté, dans les études sur Rousseau, sa passion pour la botanique, et une passion qui est devenue un savoir scientifique. Il était tout à fait reconnu par ses contemporains à la fin de sa vie comme un grand botaniste. Il la découvre à un moment où il a été exclu, il a été chassé de Paris, menacé de mort, chassé de Genève. Il est en exil dans un coin du Jura, et là, il découvre
la botanique, mais il ne la découvre pas en simple amateur. Il la découvre à travers un savant suédois, Linné, très connu, qui apporte une nouvelle théorie pour la classification botanique, qui est fondée sur ce qu'on appelle la classification sexuelle en fonction des organes sexuels des plantes. Et il se passionne pour cette botanique, et au point où il dit qu'il passe ses promenades, le nez dans l'herbe, où il dit « j'ai la tête pleine de foin, je deviens plante moi-même ». On peut s'interroger sur cette fascination qu'il a à la fin de sa vie pour le règne végétal. Il oppose au règne minéral qui est la recherche de ce qui est dans les entrailles de la terre, comme un viol de la mer nourricière. Bon, il est très sévère sur les mines, etc. Il est très écologiste de ce point de vue-là. Le règne végétal, non, c'est pas pour lui non plus, parce qu'il aime bien les animaux, mais pour être un savant dans le règne animal, il faut dépecer les animaux, les ouvrir, le sang, etc. Non, c'est pas pour lui. La nature, la robe de mariée de la mère nature, et on en parle comme ça, la robe de noces de notre mère nature. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. on va terminer cette métaphore sensationnelle en vous remerciant donc tous les deux pour cette émission formidable. Donc, l'émission s'achève. Elle aurait pu se poursuivre encore longtemps, mais il faut bien qu'on l'achève. Et donc, nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine émission. Merci et au revoir.